Bien, nous allons commencer cette dernière table ronde qui est d'une certaine manière sur le nerf de la guerre puisque c'est sur la situation militaire. Je pense que ce n'est pas trop la peine, mais peut-être serais-je détrompé par nos intervenants, de parler de l'improbable cessez-le-feu et parlons plutôt des conditions. Enfin, je pense que la situation militaire dans l'hypothèse de la poursuite de la guerre, au moins pendant un bon moment, est le sujet du jour. Donc nos invités sont le général Yakovlev et le général Richoux, bien connu des téléspectateurs. Et je donne la parole pour commencer à général Yakovlev. Merci. Donc là, il faut que j'appuie sur le micro. Non, ça marche. Ok. Très bien. Donc brièvement, je vais juste parler de la situation militaire et les perspectives. Et je me pose plutôt la question sur puisque la question du jour, c'est est-ce que Zelensky se fera tordre le bras par Trump ou pas? Dans quelle mesure Zelensky peut envoyer péter Trump, au sens militaire du terme? Alors, sur la situation terrestre, comme vous le savez tous, donc je serai très bref là-dessus, la ligne de front, en gros, elle est stabilisée, elle évolue très peu, elle n'a pas beaucoup évolué depuis un certain temps. Les deux armées sont épuisées, les deux armées n'ont pas de capacité de manœuvre, c'est-à-dire que même s'il y avait un trou, aucune ne saurait en profiter pour aller cavalcader sur les arrières de l'autre. Les Russes, je pense, je ne dis pas ça parce que j'aurai de l'information, etc., je pense que les Russes vont plutôt moins bien que les Ukrainiens. Ils tirent beaucoup moins d'obus maintenant. Les Russes ont fait un gros effort. Ils ont jeté tout ce qu'ils avaient justement pour l'élection américaine et pour impressionner Trump. Et maintenant, ils arrivent au bout du stock. Et les 3 millions d'obus que leur ont donné les Nord-Coréens, en gros, ils les ont consommés. Donc, ils continuent à recevoir des missiles et des drones des Iraniens. Ils en fabriquent aussi chez eux maintenant. Donc, ça a donné la grande attaque d'hier. Mais en gros, ça se calme. Hein. Le front refroidit. Et même dans l'oblast de Koursk, la situation elle est relativement stabilisée. Sur le deuxième point, sur la guerre aérienne, là encore, on est dans l'attrition réciproque depuis longtemps. Ce qui est intéressant, c'est que les Ukrainiens rattrapent les Russes en capacité de frappe dans la profondeur. En 2024, ils ont frappé 377 cibles, disent-ils, et ils feront mieux cette année. Donc à l'heure actuelle, il y a une sorte de parité qui semble s'établir. Les Russes continuent à casser les villes et à viser l'infrastructure électrique, mais les Ukrainiens, ça leur fait moins mal, ça leur fait mal quand même, mais ça leur fait moins mal parce qu'entre-temps, toutes leurs infrastructures essentielles ont des groupes électrogènes et des trucs comme ça. Donc ils ont des modes secours, et l'avantage du mode secours, c'est que ça permet de rétablir le réseau de façon optimale au lieu d'aller de l'urgence la plus grave à l'urgence la moins grave. On fait la tournée du mécano de façon un peu plus rationnelle. Sur la situation maritime, c'est une claire victoire pour l'Ukraine. Comme vous le savez, la flotte russe, en gros, elle n'est plus à Sébastopol, elle est à Novorossiysk et à Ochamchire, une petite base qu'ils sont en train d'améliorer, mais qui n'a, par exemple, aucune infrastructure logistique. C'est une rade où on peut arrêter des bateaux, mais il n'y a pas, par exemple, pour l'instant, il n'y a pas de réserve de fuel. Ils ne peuvent même pas refueler leurs bateaux. Et il n'y a pas de cale sèche, il n'y a pas d'entretien possible, etc. Et puis, pour les Ukrainiens, avoir récupéré le contrôle de la mer Noire, ça leur permet, entre autres, d'avoir exporté en 2024 45 millions de tonnes de céréales. C'est l'équivalent de ce qu'ils avaient fait en 2021. Donc ça, voilà. Pour le renseignement, l'avantage est toujours aux Ukrainiens pour frapper dans la profondeur, mais ça dépend des Américains. Alors du coup, j'en viens à la dépendance des Ukrainiens vis-à-vis des Américains. Trump est convaincu que si jamais il dit à Zelensky « tu arrêtes de faire la guerre demain », l'autre est obligé de dire « Amen ». Comme vous le savez, de novembre 2023
à avril 2024, il y a eu une sécheresse imposée par Trump. D'ailleurs, il n'était pas encore élu, mais il faisait déjà la politique américaine. Pendant 6 mois, il y a eu un arrêt des munitions américaines. Et c'est dans ce contexte-là que les Ukrainiens ont eu à se battre contre le gros de l'offensive d'été 2024 des Russes. Ils ont perdu beaucoup d'hommes qu'ils n'auraient pas dû perdre, mais ils se sont pas effondrés et ils ont continué à combattre. En munitions, a priori, pour 2024, les Ukrainiens ont fabriqué 40% des munitions dont ils ont besoin, 30% viennent des États-Unis et 30% viennent d'Europe. Donc, techniquement parlant, si les Américains, Trump, dit maintenant on arrête, tu ne reçois plus de munitions américaines, en pratique, les Ukrainiens ont dit adieu à 30% de leurs munitions. Et en plus, c'est une part qui est en voie de diminution, puisque le but des Ukrainiens est de produire en 2025 50% de leurs munitions sur la base de leur consommation actuelle. Et en particulier, comme vous le savez, les Ukrainiens utilisent beaucoup de drones. Donc dans une certaine mesure, les drones ont remplacé les obus d'artillerie et ils produiront 4 à 5 millions de drones cette année. Ah oui, les attaques MS, a priori, le lot que les Américains leur avaient donné, en gros, je pense qu'ils l'ont tiré et ils ne sont pas en train de le remplacer. Les munitions solaires, les Patriotes, ça va faire mal aux Ukrainiens, mais ils sont en train de fabriquer eux-mêmes beaucoup de missiles solaires, en particulier grâce aux Anglais. Ils avaient un stock de missiles air-air, c'est-à-dire des missiles tirés d'un avion sur l'autre avion, russe, enfin de conception soviétique, très performant. Ils en avaient un énorme stock parce qu'ils avaient des avions, mais que les avions ne les tirent pas puisqu'ils ne volent pas. Et du coup, les Anglais, ils sont en train d'en faire des centaines, de les recycler pour en faire des missiles solaires. Donc ça leur rend service. Alors, en renseignement, les Ukrainiens dépendent beaucoup des Américains, mais c'est pas comme si toute leur cible était acquise par le système américain. Et en particulier, savoir où sont les raffineries de pétrole, ça va, ils peuvent s'en passer. Et on dit toujours, la logistique, sans la logistique américaine, on va nulle part. Je vois pas très bien de quoi on parle, parce qu'à l'heure actuelle, la logistique américaine, elle est en Pologne pour accompagner les flux. Bon, et à partir de la frontière polonaise, c'est les Ukrainiens. Donc, à partir du moment où on sait béner en Pologne des palettes de munitions, je veux dire, il n'y a pas que les Américains qui savent poser des palettes de munitions. Nous aussi, on sait faire. Donc, et la logistique dans le théâtre, c'est les Ukrainiens qui le font à une échelle que personne d'autre ne sait faire. Et c'est pas les Américains qui vont leur faire la leçon sur la logistique massive qu'ont les Ukrainiens aujourd'hui. Donc je ne suis pas en train de dire youpi youpi, il n'y a qu'à dire aux Américains va te brosser et on se passera de toi et ça ne changera rien. Ça c'est pas vrai, ça sera beaucoup plus dur. C'est peut-être une notion de combien de temps Zelensky peut-il durer sans les Américains, parce que ça lui coûtera cher quand même, ça sera douloureux, mais cette douleur ils l'ont déjà vécue pendant 6 mois à un moment où l'armée russe était beaucoup plus allante qu'elle ne l'est maintenant. En d'autres termes, mon opinion personnelle est que si Zelensky envoie péter Trump et qu'il le met au défi de ne pas répondre à ses besoins en munitions, c'est pas pour autant que l'armée ukrainienne s'effondrera tout de suite, et c'est pas l'armée russe d'aujourd'hui qui y arrivera. En d'autres termes, Zelensky a encore les moyens, de mon point de vue, d'imposer une situation militaire qui lui permettent de négocier dans des conditions moins déplorables que ce que lui propose Trump. Voilà, merci. Avant de passer la parole au général Richoux, je voulais vous poser juste une question ponctuelle qui concerne la portée du changement de chancelier en Allemagne, puisque Christian Merz s'est engagé à livrer les Taurus, entre autres. Oui, bon, d'abord, il n'a pas encore son gouvernement, donc c'est pas encore fait, même si c'est un bon signe. Et puis s'il donne le Taurus, alors, je préfère pas faire état des chiffres de Taurus, mais il ne va pas les noyer sous les Taurus. Donc il va lui donner s'il lui donne des Taurus, avec les Taurus, en gros, je pense que avec les Taurus que les Allemands leur donneraient,
ils auraient de quoi faire une frappe vraiment significative, du style le pont de Kerch. Peut-être un ou deux postes de commandement, etc. Mais c'est pas un game changer. Ça sera douloureux pour les Russes, ça ils le regretteront, les Russes, mais en dehors de ça, on n'est pas dans la situation où la situation a changé massivement. Allez-y. Oui, bonjour à tous. Je voudrais rajouter quelque chose quand même sur les élections qui viennent de passer en Allemagne. L'Allemagne, c'est un pays que je connais bien. J'y ai habité une quinzaine d'années dans ma vie. J'y ai fait l'école de guerre à Hambourg et j'ai été attaché de défense à Berlin. Ce qui vient de se passer, sur le plan politique, on l'a vu, il faut quand même bien se rendre compte que l'AfD a fait 83% de sièges en plus que ce qu'il avait à la dernière législature. Donc c'est quand même un succès de l'AfD. On peut en dire ce qu'on en veut, ils ne prennent pas le pouvoir, mais c'est un succès de l'AfD. Et la deuxième chose, c'est que le SPD, qui est un peu le partenaire traditionnel, le SPD c'est le parti socialiste allemand, qui est un peu le parti traditionnel de la CDU, c'est-à-dire qu'en fait ils ont beaucoup plus l'habitude des coalitions que ce que nous, on a l'habitude en France. On n'imagine pas par exemple les républicains s'allier avec les socialistes. En Allemagne, la CDU, qui est la bonne droite, et les républicains s'allient volontiers avec le SPD, ça s'est vu plein de fois. Maintenant, le SPD, il est à genoux, il a perdu 10% au Bundestag. Et donc, Merz, on peut se réjouir, bien entendu, de son arrivée. C'est la CDU, il est plutôt favorable au temps, il est favorable à un certain nombre de choses. La vraie question que je pose, c'est aura-t-il les moyens? Et ça, il n'y a rien de moins sûr. Quand on connaît bien l'Allemagne, on sait que le chancelier, c'est quelqu'un qui gère une coalition. Donc ça veut dire qu'il est en cohabitation tout le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne peut pas diriger l'Allemagne seul. Le dernier qu'il a fait, c'est Angela Merkel, avant 97, qui avait la CDU, qui avait la majorité absolue au Bundestag, qui faisait ce qu'il voulait. Moi, quand je suis arrivé en 2017, il a fallu faire une alliance déjà avec le SPD. Ça a mis 6 mois. 6 mois. Donc déjà, s'ils discutent pendant 6 mois, de septembre à mars. Vous voyez? Donc s'ils discutent pendant 6 mois, il faut faire un contrat de coalition, etc. Les partis vont faire les coquettes, vont dire oui, moi je veux bien ça, je veux bien ça. On va discuter avec les Verts, ils ont gouverné avec les Verts. Les Verts sont beaucoup plus allants sur le plan militaire que nos Verts français, c'est pas du tout les mêmes. Avec le SPD, pour faire pièce à l'AfD. Mais qu'est-ce qui se passe, in fine? N'imaginez pas que le chancelier Merz, c'est l'équivalent de notre Premier ministre ou du président de la République. C'est un vaste coordinateur d'une coalition, en fait, le chancelier en Allemagne. Et donc, il n'a absolument pas les pouvoirs restant au Parlement, c'est le Parlement qui décidera, y compris pour l'envoi des Taurus. C'est pas Merz qui va décider d'envoyer des Taurus, c'est véritablement le Bundestag qui décidera si on envoie des Taurus. Et là, bien entendu, il va y avoir des tas de querelles, des tas de discussions, il va y avoir les pacifistes, on sait que l'Allemagne a une tendance pacifiste, etc. Donc je crois que Merz, c'est sans doute une bonne nouvelle, il sera moins faible que Scholz, mais il ne faut pas en attendre non plus des miracles. C'est quelqu'un qui va faire au mieux avec la coalition qu'il trouvera, qui mettra peut-être des mois à se former. Il me semble déjà que l'ex-chancelier Scholz a dit qu'il n'avait pas l'intention de gouverner avec la CDU. Donc on va voir ce que ça donne. Mais l'Allemagne, pour moi, aujourd'hui, avec ma connaissance de l'Allemagne, je dis que tant que ces histoires-là ne sont pas réglées, ça reste un maillon faible actuellement. Il ne faut pas espérer que l'Allemagne soit, je dirais, le game changer de la guerre en Ukraine, de la position européenne. Aujourd'hui, Merz, il va être englué dans son contrat de coalition, à trouver des partenaires, il va mettre des semaines à le faire, et pendant ce temps-là, les affaires n'avancent pas. Or, l'Allemagne, bien entendu, c'est la plus grande, c'est la nation principale sur le plan économique européen. Quand elle n'est pas là, il y a des choses qui avancent mal, exactement comme quand la France n'est pas là, ça avance mal. Donc, il faut vraiment très rester prudent sur ce que va faire l'Allemagne dans les mois prochains, avec effectivement cet élément positif qui fait que Merz est vraisemblablement plus allant, plus crédible, plus volontaire pour faire des choses en faveur de l'Ukraine que ne pouvait l'être Scholz, qui avait une tradition quand même pacifiste, qui tire des années 70, j'allais dire. Voilà ce que je voulais dire sur l'Allemagne. Je voudrais ajouter aussi quelque chose sur le panorama qu'a fait Michel sur l'Ukraine. Il ne faut jamais oublier, quand on parle de l'Ukraine et de la Russie, c'est véritablement que c'est une guerre industrielle. Donc celui qui gagnera, c'est celui qui a l'industrie derrière lui. Voilà. Donc c'est véritablement un rapport de force, c'est l'industrie. Sinon, les divisions blindées, c'est
c'est des tas de ferrailles quand elles ne sont pas approvisionnées. Ça, je crois qu'on l'a bien compris. Or, de ce côté-là, la Russie, bien entendu, a les faiblesses qu'on a connues, mais c'est quand même un pays gigantesque et a vraisemblablement, je dirais, du point de vue autonome, plus de ressources que n'en ont les Ukrainiens. Voilà, les Ukrainiens dépendant bien plus, encore aujourd'hui, malheureusement, des approvisionnements et de la bonne volonté de l'OTAN. On le voit avec Trump. Donc, Michel t'a dit qu'ils avaient 40%, ça fait quand même 60% qui dépendent de l'extérieur. Donc, vous voyez, si ça s'arrête, ça devient quelque chose de conséquent. Donc, le succès de cette guerre, c'est pas la tactique. La tactique, on a vu, c'est un peu corne contre corne sur la ligne de front, et ça a été bien dit, ça ne bouge plus tellement, malgré le rapport de force qui est défavorable aux Ukrainiens, mais notamment avec les drones, ils arrivent à combler un certain nombre de choses. Les drones, c'est 60 ou 70% des pertes russes aujourd'hui. Hein. Il faut bien le voir, c'est absolument colossal. Donc les Ukrainiens font des miracles, mais véritablement, c'est celui qui est capable de s'adosser le maximum à l'industrie, c'est celui qui gagnera la guerre, celui qui a les alliés les plus fiables gagnera la guerre. Et là, malheureusement, j'ai l'impression quand même que Vladimir Poutine a un atout avec la Corée du Nord, avec ses capacités industrielles résiduelles quand même qui sont importantes dans un pays qui fait autant de millions de kilomètres carrés. Et les incertitudes aujourd'hui qui pèsent sur l'Ukraine, eh bien, sont quand même porteuses de questions. Il va falloir maintenant, je crois quand même que l'avenir de cette guerre est carrément entre les mains de Donald Trump. Je suis absolument d'accord sur le fait que s'il arrête demain matin, le front ne s'écroule pas, ça c'est sûr, mais la question dans l'année 2025 se posera à un moment donné de savoir jusqu'où l'Ukraine est-elle capable de tenir si véritablement 30 ou 40% de l'approvisionnement US ne suit plus. Donc là, véritablement, je crois quand même qu'on est à la croisée des chemins. Il faut pas se voiler les yeux. Hein. Il faut regarder la vérité en face. Mais je crois également que rien n'est perdu. Rien n'est perdu parce que Trump aujourd'hui, c'est le magicien de l'ambiguïté stratégique. Il dit tout et son contraire le lendemain. Il suffit qu'il ait une discussion avec Poutine qui se passe mal, où les deux mâles alpha s'affrontent un petit peu corne contre corne, et il peut changer totalement demain. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, les déclarations de Trump, les premières décisions qu'il a prises, sont quand même pas extraordinaires pour l'Ukraine. Donc je pense qu'effectivement, 2025, ça va être une année quand même, c'est une année charnière, hein, tout simplement. Donc on n'attend pas de changement sur la ligne de front dans l'immédiat. Déjà, pour une simple raison, c'est que l'approvisionnement américain ne s'est pas arrêté aujourd'hui. C'est un approvisionnement qui continue. Il n'y a pas eu de stop. Trump n'a pas dit on arrête, tu capitules. Mais imaginons que dès demain Starlink s'arrête, donc c'est-à-dire la capacité de l'armée ukrainienne de communiquer, de faire voler ses drones, etc., que les Américains ne fournissent plus d'enseignement. Déjà ça commencera à être vraiment très difficile pour l'Ukraine. Donc pour le moment, on ne peut pas être devin. Il faut véritablement observer ce qui va se passer dans les mois suivants, qui vont être vraisemblablement très intéressants. On a beaucoup parlé de Trump et des États-Unis aujourd'hui. Son gouvernement, c'est, si je puis dire, la pochette surprise infernale. Mais inversement, la Russie, c'est une boîte noire. Alors, est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur les capacités de l'industrie militaire russe? Juste une parenthèse, le passé n'est pas forcément l'explication du présent, mais lorsque le communisme s'est effondré, les Occidentaux, y compris les plus informés, par exemple les Allemands sur la RDA, ont été sidérés par le délabrement, la faiblesse de l'économie du bloc soviétique. C'est pour ça dire qu'ils ont eu beaucoup de mal à aider, parce qu'ils étaient de bonne volonté, la transition vers la démocratie de la Russie. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur les capacités économiques de la Russie? Elle va mal. Elle va très mal.
Alors, il y a des chiffres. Alors, leur PIB, ils étaient à plus 3,5% l'année dernière et tout, et leurs propres chiffres parlent de 1 ou 1,5% en 2025. Ce sont des données un peu fictives malgré tout, parce que c'est du PIB qui est fait pour faire du métal et de l'explosif qu'on va envoyer de l'autre côté de la ligne. C'est pas du PIB, qu'on appelle ça, productif, c'est pas d'investissement. La Russie n'investit plus depuis longtemps. Ils n'ont pas attendu 2022 pour arrêter d'investir. L'infrastructure russe est dans un état vraiment très délabré. Il y a des villes en Russie qui ont des pannes de chauffage parce que le chauffage centralisé de la ville ne marche plus parce qu'il n'y a plus de pièces. Ça, c'est pas des drones qui ont fait ça. J'ai lu que la vitesse moyenne du transsibérien était de 40 km/h. 40 km/h à cause de l'état des voies. Et ils ne sont pas en train de les réparer, ils n'ont plus de rien, toute l'économie étant partie dans la guerre. Donc en fait, c'est un système qui a en 2 ans basculé son économie. Alors eux, ils sont vraiment en économie de guerre, mais a priori, ça y est, ils ont fini la bascule et il n'y a pas de réserve derrière. Il n'y a pas de réserve en main-d'œuvre. Il n'y a pas de réserve, bon, des minerais ils en ont, mais par exemple leurs champs pétroliers et gaziers, leur production baisse par sous-investissement, et ils ne peuvent plus forer de puits et tout, puisqu'ils n'ont plus le matériel pour le faire. Et ils n'ont plus les tuyaux. Les sanctions pèsent là-dessus. Donc les sanctions n'ont pas cassé les reins de la machine, l'industrie russe, mais leur complique beaucoup la vie. Donc cette économie saigne de 1000 petites blessures. On parle de l'inflation. Bon, alors la Turquie a eu des inflations de 80% ou 150%, ils sont toujours là. Donc l'inflation en soi, c'est pas suffisant. Par exemple, le taux directeur de la Banque centrale, c'est officiel, c'est 21%. Ce qui veut dire que les banques prêtent à 25%. Qui peut se faire prêter de l'argent en pensant avoir un business model qui lui permettra de faire 25% au minimum de bénéfices par an pour pouvoir rembourser son truc? Personne. Donc moi je m'attends, je ne suis pas économiste, mais je lis des économistes, je pense qu'il y aura ce qu'on appelle un collapsus en 2025. Avant je me disais ça va venir, maintenant les signaux sont en 2025. En gros, les entreprises ne payent plus leurs factures. Donc, le système tient tant qu'aucune d'entre elles n'est en faillite. Quand l'une d'entre elles tombe en faillite, toutes ces factures sont mortes. Et du coup, ça déclenchera une réaction en chaîne. Et tout le monde ira à la banque. Et la banque aura plus d'argent. Donc ça, c'est une possibilité réelle qui peut arriver cette nuit en Russie. Ce qui fait que donc l'économie russe, il y a 2 ans, un article de The Economist qui passe pour être bien informé disait Poutine peut faire la guerre indéfiniment, mais pas à ce rythme-là. Indéfiniment, mais pas à ce rythme-là. Et là, ça fait 2 ans qu'il a fond la caisse. Bon, bah, il est comme un coureur de 800 mètres olympique à qui on dit tiens, on avait oublié de te dire, c'est un marathon maintenant. Le mec, ça va, je suis mort. Vous voyez, donc il ne va pas mourir tout de suite, mais voilà. Donc ça va mal se passer. Ce qui m'amène à dire à l'heure actuelle que l'effondrement, la société russe, elle est plus proche de l'effondrement, beaucoup plus proche que la société ukrainienne. Et à l'heure actuelle, Trump donne espoir à Poutine. Là, il faut voir leur mine réjouie, là, depuis 2 semaines. Là. Les gars, ça y est, ils bichent, hein, tout va bien pour eux. Ils sont convaincus d'avoir gagné. Et du coup, ça leur redonne espoir. C'est ça qui est terrible. Ils étaient dans une dynamique de la défaite. Là, il y avait l'ombre de la défaite qui se portait sur eux et ils commençaient vraiment à tirer des tronches pas possibles. Et l'arrivée de Trump les sauve. C'est le miracle de la maison de Brandebourg, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Allemagne, quoi. Enfin de la Prusse en l'occurrence. Voilà, donc Trump est en train de sauver Poutine. Ça, c'est quand même... Alors peut-être que c'est un plan et qu'après j'en boufferai mon chapeau en me disant ça c'est du génie, il nous a tous fait croire, il a emballé le Poutine et quand Poutine s'est retrouvé avec lui en réunion, et lui qui pensait se le faire, et ben en fait ça s'est fait dans l'autre sens. Ça, j'aimerais y croire si vous voulez. Quand je dis ça, voilà, ma femme me dit il faut que tu arrêtes le whisky. Hein,
Oui, l'économie russe ne va pas bien, ça c'est certain. Bon, les chiffres ont été donnés. Hein. L'inflation, elle est importante déjà pour une seule raison, c'est qu'il n'y a plus de main-d'œuvre, donc déjà il faut payer la main-d'œuvre de manière très correcte. Donc c'est bon là comme ça? C'est mieux comme ça? Voilà. Donc l'inflation, elle est réelle, elle est 9,5-10%, et parce qu'en fait, on manque de main-d'œuvre en Russie. Le vrai problème de la Russie aujourd'hui, c'est la dépopulation. Hein, c'est une population qui risque de perdre dans les années qui viennent des millions d'habitants, et qui, justement parce que les jeunes de 18 ans vont se faire tuer, ne feront pas d'enfants, hein, ça va leur poser un problème de long terme qui va être important. Donc la main-d'œuvre est rare, elle est partie sur le front pour une partie, et donc on est obligé de payer les employés, les ouvriers, etc., de manière assez remarquable, ce qui fait que ça compense en partie l'effet d'appauvrissement des Russes, parce qu'ils ont des salaires qui montent dans les entreprises. Voilà. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que quand on a des taux d'emprunt qui sont à 25-30%, on ne peut pas tenir très longtemps comme ça. Là où j'ai plus de réserve, c'est la capacité de résilience des Russes. On sait que c'est une vieille nation. Je serais plus prudent en disant que ça va s'effondrer en 2025. Je dis que l'économie, quand elle va mal, qu'il y a des sanctions, c'est un poison lent, c'est un poison qui infuse lentement, et quand ce poison infuse lentement, ça n'a pas grand-chose en fait avec le tempo militaire. Le tempo militaire, on a besoin de résultats maintenant, on aurait besoin que l'économie russe s'effondre tout de suite pour qu'il y ait un résultat maintenant. Or, on voit bien que l'économie a des effets macroéconomiques de long terme en fait, des fois à 3, 5 ans, à 10 ans, et l'économie russe s'use petit à petit, mais je dirais trop lentement par rapport au tempo militaire. Donc ils ont vraisemblablement encore des ressources. Ce qui fait que, effectivement, on voit bien qu'ils sont véritablement en difficulté, c'est quand on est obligé d'emprunter des centaines de missiles aux Nord-Coréens, de leur acheter 3 millions d'obus, eh bien ça prouve que les usines ne sont pas capables de le faire. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, ils sont à peine capables non pas de développer leur armée, mais à peine capables de résorber avec ce qu'ils construisent ou qu'ils reconstruisent, ou les vieux matériels qu'ils refont, qui sont souvent des matériels maintenant des années 50, 60, hein, des vieux chars que nous on étudiait il y a 40 ans. Et quand ils font ça, ils sont capables, je dirais, à peine de compenser les pertes sur le champ de bataille. Ils sont en aucunement capables, je dirais, de former l'armée qui leur donnera la masse pour percer. Parce que quand vous voulez percer, il faut deux conditions. Ça a été abordé très brièvement par Michel. Il faut un corps de bataille qui perce lui-même, et puis un corps de bataille qui, une fois qu'il a fait ça, le corps de bataille est épuisé. Il est épuisé, il a perdu des hommes. Il faut un deuxième corps de bataille derrière qui exploite, c'est-à-dire passer par le trou et être capable de semer, je dirais, la discorde sur tous les arrières de l'ennemi et d'engager la poursuite sur l'ennemi. Or ça, effectivement, les Russes ne l'ont pas, les Ukrainiens non plus. Ce qui est vrai également, c'est que les attaques sur les centrales, le réseau électrique. Les réserves les réserves de carburant ou bien les raffineries, voilà, excusez-moi, font des dégâts. On estime que ça entame à peu près 10% de la capacité russe à produire. Donc ce sont effectivement des exportations en moins qui sont importantes, avec cet effet exponentiel qu'ils dépendaient beaucoup de la mécanique occidentale pour les entretenir ou bien pour pouvoir les fabriquer, etc. Donc quand c'est cassé, s'ils n'ont pas la machine Siemens, la pompe Siemens, et je sais pas quoi, etc., ils vont avoir du mal à remettre leurs industries en état de marche. Donc, mais ça c'est pareil, quand les Ukrainiens tapent dans la profondeur, c'est intelligent sur le plan stratégique, mais ça n'a pas un effet tout à fait immédiat sur le front. Ça a des effets macroéconomiques de plus long terme. Vous voyez, donc cette dichotomie entre le court terme et le long terme fait que j'ai tendance à penser qu'on attend un tout petit peu trop des effets économiques en disant c'est maintenant, il s'écroule, on a besoin qu'il s'écroule maintenant. Mais en fait, la Russie qui fonctionne en économie de guerre, je pense a encore quelques cartes à jouer. Et alors, on parlait de Donald Trump, hein, n'oubliez pas que Donald Trump, un de ses projets, s'il y a deal, c'est de faire revenir très rapidement les entreprises occidentales, au moins américaines, en Russie. Donc à partir du moment où les Américains
lève l'embargo sur un certain nombre des sanctions qui pèsent sur l'économie russe, quels sont les Occidentaux qui vont suivre derrière? C'est la véritable question. Donc s'il veut le deal et ensuite il veut faire du business pour que les entreprises américaines puissent continuer à s'approvisionner en milliards de dollars sur des chantiers magnifiques à faire dans la Russie où tout est à reconstruire, je ne suis pas persuadé que nous, avec notre 14e train de sanctions, on va suivre très longtemps. Voilà, donc il y a tout, c'était toujours cette hypothèque Trump qui trotte derrière. Là, véritablement, il détient la clé d'un certain nombre de solutions en Ukraine, dans un sens ou dans un autre. Donc, encore une fois, effectivement, regardons ce qui va se passer avec les négociations, parce que tout peut arriver dans un sens ou dans l'autre. Alors, il y a un deuxième pan de la question sur la situation militaire, c'est que peut faire ce qu'on pourrait appeler l'Occident canal historique. C'est-à-dire l'Europe plus le Japon, enfin les... Japon, c'est pas l'Occident. Économiquement et spirituellement et stratégiquement, c'est un peu quand même. Alors, plus concrètement, qu'en est-il de l'entrée, 2 ans un peu plus après qu'elle ait été annoncée, dans l'économie de guerre? Pour nous, on n'y est pas encore. Bon, alors déjà, que peut faire l'Occident? Alors, déjà pour l'Europe, et puis ça serait bien que l'Amérique soit d'accord avec nous, on va voir, c'est continuer à soutenir l'Ukraine et surtout dire à Poutine, tu ne l'auras pas à l'usure. Il faut quand même savoir que l'Europe a produit, ou va produire en 2025, je crois, 2 millions d'obus. Donc on produit autant d'obus en 2025 que les Russes. Et ce sont des obus qui font beaucoup plus mal que les obus russes parce qu'ils sont tirés par des canons qui sont beaucoup plus performants. Donc ça n'est qu'un exemple, la guerre ne se résoudra pas à ça, et puis on ne donnera sans doute pas tout non plus aux Ukrainiens, mais globalement, déjà il faut que tous les Européens, c'est le mouvement qui semble se dessiner, que mordicus on soutienne l'Ukraine, quoi. Et puis quoi qu'en dise Trump, on lui dit écoute, tu vas faire ton deal avec l'autre là, et puis nous on continue. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Faudrait j'espère qu'on aura ce courage. Alors maintenant sur l'économie de guerre, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on n'y est pas, qu'on l'a dit. Ce qui est frappant, c'est que l'industrie de défense européenne, en gros, elle est très compétente. Elle a les mêmes compétences que l'industrie de défense américaine. Ce qu'elle n'a pas, c'est la puissance, l'effet de série, les chaînes. Et puis, c'est la dispersion. Il y a plus plein de fabricants de blindés d'infanterie, il reste encore quelques fabricants de chars, sauf qu'on ne leur achète pas des chars. Enfin, on a une industrie de défense qui est... parfois on se dit il y en a trop. Et en même temps c'est un avantage parce qu'on se rend compte que l'industrie de défense américaine, c'est un choix délibéré dans les années 80, du temps de Caspar Weinberger, c'était le président Reagan. Il avait convoqué pour un dîner. Ça vous dit quelque chose, The Last Supper, le dernier dîner? Bon, donc pour ceux qui étaient pas nés, donc Caspar Weinberger était secrétaire à la défense américain. Et il avait invité dans sa résidence, je crois, 33 chefs d'entreprise, en leur disant vous êtes 33 chefs d'entreprise qui sont des prime contractors, c'est-à-dire qui vendaient des produits directement au Pentagone. Notre objectif, c'est que dans 10 ans, vous soyez 5. Il leur a dit ça comme ça. Et en jouant sur les contrats, etc., ils y sont arrivés. Donc aujourd'hui, il y a 5 contractants défense, Raytheon, Boeing, General Dynamics, etc. Bon. Mais le résultat, c'est que ces gars-là, maintenant, c'est un cartel des ventes. Et le résultat, c'est que tous leurs contrats de défense sont à des prix astronomiques. Une des raisons pour lesquelles le budget de la défense américain est à 950 milliards de dollars, c'est qu'il y a 30% de surcoût.
La vérité des prix, c'est que vous retirez les surcoûts, le gaspillage et les conneries, et il leur en reste 600 milliards. C'est ça la vérité des prix. Le F-35 est une catastrophe budgétaire. Et d'ailleurs, il est tellement furtif qu'il y a beaucoup de pays qui l'ont acheté, mais ils ne l'ont pas encore vu. Et ils le vendent avec des... Ils ont eu les Suisses complètement. Ils ont vendu 35 ou 36, je crois, F-35 aux Suisses en disant il est moins cher que le Rafale. Bon. Et une fois qu'ils ont le contrat est à prix fixe. Bon, donc les Suisses disent c'est bon, on est couvert, il est à prix fixe. C'est un deal d'État à État. Oui, mais on va les remotoriser. Donc quand vous recevrez vos premiers F-35, ça sera avec le nouveau moteur. Oui, et ben vous participez aux frais de développement du nouveau moteur. Mais c'est pas prévu ça. Ah non, mais c'est comme ça. C'est l'Amérique. Donc ils se sont fait complètement entuber. Mais c'est toute l'Amérique qui se fait entuber avec ça. Alors du coup, pour en revenir à notre industrie de défense, on n'y est pas encore. Hein. Loin de là. Et il y a des tas de blocages. Par exemple, les forges de Tarbes, vous connaissez ça, qui fabriquent ce qu'on appelle les corps creux, hein, les obus de 155. On leur a dit, il faut doubler la production, etc. Donc les gars ont dit, on va se payer une deuxième chaîne. Il leur fallait 60 millions d'euros. 60 millions d'euros. Ils s'adressent à BPI France. BPI France, c'est l'État. BPI France regarde leur bilan sur les 3 ans passés. Bon, il y a eu le Covid, hein. Et puis c'était avant 2022, donc la France n'achetait pas beaucoup d'obus, il faut être honnête. Et donc, BPI France leur a dit, on ne vous prêtera pas. Vous avez eu 3 ans de suite les comptes dans le rouge, on ne vous prêtera pas. Alors moi, quand le président Macron dit qu'il faut se mettre en économie de guerre et tout, je dis, moi je sais déjà quels mecs doivent être chômeurs demain. Là, sur ce coup-là, je pense que je n'aime pas Musk, hein, mais là, je ferai une masquisation des mecs qui raisonnent comme ça. Parce qu'en plus de ça, on sait qu'ils sont tranquilles pour 15 ans, on va en vendre des obus. Donc, ce n'est pas un risque financier. Et puis, les banques ne prêtent pas parce que les normes européennes assimilent la défense au tabac et au porno. C'est vrai, à la fois c'est drôle et c'est triste. C'est de l'argent immoral. Donc la plupart des fonds d'investissement refusent d'investir dans la défense pour la même raison qu'ils n'investissent ni dans le porno, alors qu'il y a de l'argent à se faire, ni dans le tabac. Et ça, c'est général en Europe, alors qu'aux États-Unis, c'est considéré comme patriotique. Donc quand on dit qu'il faut qu'on se mette déjà, vous avez 1 milliard, la France, 1 milliard de fonds innovation défense, et vous n'avez pas trouvé 60 millions pour les forges de Tarbes. Ça me donne envie de sortir des pièges jaunes et de lui dire vas-y, va te payer une baguette. C'est fou. Oui, je suis assez d'accord pour dire qu'en Europe, le compte n'y est pas. En Europe, ne compte y est pas, parce que d'abord, on s'est désarmé quand même depuis 30, 40 ans. Enfin, je crois que Michel et moi, on est à peu près de la même génération. On a vu qu'une armée en format de se contracter. On a été désarmés, on est les 2 survivants. De manière, voilà. C'est à peu près 6% du PIB, l'armée française en 1960. Alors on sortait de la guerre d'Algérie, il y avait plein de choses, etc. bien sûr. Et on est tombé à 1,70, quelque chose comme ça, avant de remonter péniblement à 2 aujourd'hui. On parle de 3 aujourd'hui, mais ça sera vraiment très difficile dans les conditions actuelles. Donc on n'a pas fait l'effort. Il y a des nations qui dépensaient plus que 1% de leur PIB pour la défense, simplement parce que les Américains étaient là. Donc de ce côté-là, que lorsque Trump, lors de son premier mandat, disait les Européens, vous n'en faites pas assez, je suis assez d'accord pour dire qu'on n'en fait pas assez. La seule différence, c'est que Trump, il voulait qu'on dépense plus pour pouvoir acheter américain. Et nous, on lui disait, on veut bien dépenser plus, mais pour acheter du matériel européen. Voilà. Mais 950 milliards, dit Michel, sur le budget américain, je crois que l'Europe cumulée, on doit être à 330 milliards. C'est pour vous dire le différentiel qu'il existe de manière considérable entre les États-Unis et nous. D'autre part, sur le plan institutionnel, l'Europe n'est pas une Europe puissance.
le traité de Rome, et puis c'est d'abord un traité économique, et donc ça s'est fondé sur la prospérité économique. Et l'Europe puissance, c'est un fantasme, je dirais, franco-centré encore aujourd'hui. Nous, on voit la résurrection de la France et de la gloire de la France de Louis XIV au travers de l'Europe en disant on sera une puissance mondiale. Beaucoup de pays en Europe n'en veulent pas. Beaucoup de pays ne font encore confiance qu'à l'OTAN, qu'aux États-Unis. Alors ils vont peut-être déchanter aujourd'hui avec Trump, mais jusqu'à présent c'était encore le cas. Et donc on a un véritable problème de savoir qu'est-ce que c'est que l'Europe, qu'est-ce qu'on veut en faire, est-ce qu'on veut en faire une puissance ou non. Et en 1994, traité de Maastricht, il y avait le pilier économique, bien sûr, qui est à peu près achevé de ce côté-là. S'il nous met des doigts de douane, on va lui répondre dans la figure à Trump, et il n'aura pas le dernier mot, c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, sur le plan économique, on riposte d'une seule voix. Sur le plan de la défense, c'est absolument pas le cas. On a un état-major croupion qui s'appelle l'état-major de l'Union européenne à Bruxelles, qui doit avoir à peu près une centaine de personnes, quand l'état-major des armées à Paris, pour la simple France, on a 800, peut-être 800 à peu près, je pense, 800-900. Donc, véritablement, et comme on ne veut pas qu'il y ait un chef, un commandant de l'état-major, on l'a appelé directeur. Vous imaginez un petit peu. Donc, mais oui. Non mais c'est la vérité, il y a un directeur de l'état-major, et donc il fait des petites missions croupions avec quelques individus à droite à gauche pour l'état de droit, pour instituer à droite à gauche. Il y a une vingtaine de missions de l'Union européenne, mais qui ne sont pas des missions exécutives, c'est-à-dire qui ne sont pas des missions d'imposition de la force, etc. C'est souvent pour aider les appareils militaires de pays en voie de développement ou des émergents à se mettre d'aplomb, à stabiliser des pays, etc. Quelquefois, c'est quelques dizaines de personnes. Donc l'Europe de la défense, aujourd'hui, malheureusement, elle n'existait pas. Alors dans ce cas précis, s'il n'y a pas d'Europe de la défense, comment peut-il y avoir une industrie de défense? On voit bien que le simple fait de faire... Moi, j'ai travaillé sur le sujet quand j'étais à Berlin, sur le char du futur et l'avion du futur avec l'Allemagne. Alors, je peux vous dire, c'est déjà compliqué à deux. Alors, si on travaille sur un 27, on n'est pas arrivé. Pour le moment, il n'y a pas de rationalisation de l'industrie de défense au niveau européen. Et dans ces conditions, si Donald Trump fiche le camp, quelles sont les garanties de sécurité qu'un appareil défense comme celui-ci peut donner à l'Ukraine? C'est véritablement très compliqué. Vous aurez quelques nations comme à la limite l'Allemagne, la France plutôt, peut-être l'Allemagne, j'en sais pas trop, sans doute le Royaume-Uni qui est pas dans l'UE mais qui viendra, qui est assez allant. Il peut y avoir peut-être 4, 5, 6 nations. Hein, la Pologne. La Pologne sans doute, peut-être oui, actuellement qui commence à se réveiller sur ce qu'est les États-Unis alors qu'ils ont beaucoup cru. On rappelle quand même que le président polonais a fait le voyage à Washington, il est resté 2 heures à la porte de Donald Trump pour être reçu 10 minutes ou 11 minutes, je crois. Donc je crois qu'ils commencent à comprendre qui est le personnage et que peut-être qu'ils seront plus allants. Les pays baltes, aujourd'hui, qui commencent à avoir peur, mais ça ne sera certainement pas l'Europe en tant qu'entité juridique. L'Europe en tant qu'entité juridique sur le plan militaire, malheureusement n'existe pas. Donc là, il y a un gros travail à faire, et la première étape de ce travail à faire, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que notre avenir en commun et que veut-on pour l'Europe? Que veut-on comme avenir pour l'Europe? Et la vision de la France, moi je l'ai vu pendant toute ma carrière militaire, est absolument pas partagée par tous les États membres de l'Union européenne. Donc là, on a un vrai travail. Il y a des progrès qui ont été faits, notamment après le premier mandat de Donald Trump, où des pays comme l'Allemagne ont commencé à s'apercevoir que la garantie américaine n'existait pas et n'était pas intangible. Je pense que la guerre d'Ukraine, le deuxième gouvernement Trump 2, peuvent faire réfléchir les Européens, mais je pense également, c'est un peu comme l'économie comme poison lent, je pense que l'Europe de la défense ou l'Europe puissance comme projet politique, ça va demander encore des dizaines d'années. Je crois qu'on n'est pas du tout encore mûr pour cette affaire-là. Et puis, rappelons en dernier point que les nations se réveillent et qu'il y a quand même beaucoup, maintenant, on voit bien, de souverainistes qui ne veulent pas d'Europe de la défense, qui veulent même sortir de l'UE. L'AfD en Allemagne dit, si on est au pouvoir, alors ils ne le feront pas, ils n'auront jamais la majorité pour le faire, etc. Mais dans leur projet, c'est un Allemagne exit. Bon, voilà, et également, il y a ça. Voilà. Le Rassemblement national n'était pas très
très loin il y a quelques années, ils en sont revenus aujourd'hui, mais beaucoup de mouvements montants sont plutôt nationalistes, souverainistes et ne voient d'un très bon œil l'abandon de souveraineté, parce que si demain on fait l'Europe de la défense, ça a une conséquence immédiate, c'est un abandon de souveraineté. Et la vraie question c'est, sommes-nous, je pose la question, sommes-nous, êtes-vous prêts à abandonner une partie de votre souveraineté pour former une entité politique commune et avoir une défense commune, mais ça veut dire également ne plus avoir tout à fait la maîtrise de votre destin avec la question du nucléaire, etc., etc. Donc là, il y a absolument un énorme chantier, et moi ce que j'ai vécu dans ma carrière militaire sur ces chantiers-là, c'est que on n'est pas du tout encore mûr. Donc il y a véritablement, et c'est pas l'Europe qui aujourd'hui pourra donner à l'Ukraine les garanties de sécurité nécessaires à un fin de conflit juste et équitable. Aujourd'hui, on n'en est pas capable. Ça, je crois qu'on peut le dire. Hein. Ça ne pourra se faire qu'avec l'appui des États-Unis, car les garanties de sécurité pour l'Ukraine, ça veut dire l'assurance que demain matin, Vladimir Poutine ne remet pas le couvert. C'est-à-dire qu'on arrête la guerre, si ça lui profite pendant 5 ans, qu'il refait son appareil militaire, son corps blindé, et qu'il repart à l'assaut, je veux dire, on a tout loupé. Donc, quelles sont les garanties de sécurité qui permettent à l'Ukraine, demain, d'être certain que son droit à vivre est pérennisé? Voilà. Donc, pour le moment, l'Europe peut être partie de cette garantie de sécurité, mais l'Europe, l'UE, en tant que corps juridique, n'est pas la réponse aujourd'hui à cette nécessité. En général, vous approuvez. C'était très bien. Ouais. Il nous reste donc les yeux pour pleurer et quelques minutes pour des questions. Monsieur. Merci à Monsieur le Généraux. Juste une question dans le cadre de la situation où la Russie a basculé en économie de guerre, mais qu'en même temps la situation est dégradée au niveau économique, voire même démographique, et que la dissension est présente aujourd'hui parmi les alliés. Quelle est la probabilité que vous estimez que la Russie pourrait essayer d'exploiter cette situation pour provoquer les pays baltes par la bonne vieille technique de protéger les minorités ou des conflits frontaliers ou migratoires entre la Pologne et la Biélorussie? Merci. Si Trump donne tout ce dont Poutine rêve à l'heure actuelle, et d'ailleurs il lui donne plus que ce dont Poutine rêvait. Poutine ne s'attendait pas du tout à ce que Trump dise « et l'Europe, je lâche ». Il est content. Donc si Trump dit lâche, en gros, je dirais que la probabilité est proche de 100% après. Parce que, 1, on aura sauvé le régime, 2, on aura relégitimisé le régime à l'intérieur, dans la Russie, au sens le défilé de la victoire, auquel Trump est invité d'ailleurs le 9 mai prochain à Moscou, c'est officiel ça, hein, c'est pas une blague. Donc le défilé de la victoire, ça va être un... Alors là, Poutine, c'est le tsar, il est reparti pour un tour. Et j'ai entendu j'étais en Estonie l'été dernier, 2024, et les Estoniens, qui étaient dans le mode, ça va très mal pour les Russes, et l'année 2025, c'est l'année où, si on tient jusque-là, ils craquent. Ça, c'était en juin 2024, les Estoniens, qui sont quand même pas mal renseignés dans la profondeur russe. Et ils disaient, en tout état de cause, si Poutine gagne, ça va lui donner des idées pour la suite, et s'il perd, il voudra se venger. Donc dans les deux cas, on l'a dans l'os, quoi. Oui, Poutine aujourd'hui n'a pas les moyens d'aller plus loin. Je pense qu'il faut quand même le dire. On l'a démontré tout à l'heure. Je veux dire, sur le plan du front, c'est très compliqué pour lui. Le problème, c'est que si la guerre s'arrête ce soir, qui a gagné? C'est Poutine. Il a 20% du territoire. Il s'assoit après là-dessus, il peut faire un scénario à la coréenne, c'est-à-dire la Corée c'est 1953, hein, donc il y a 72 ans, et on est sur une ligne de front avec un armistice, et si pendant 72 ans il y a une ligne de front avec un armistice, je peux vous assurer que les 4 oblasts qui ont été annexés, ils seront russifiés à 100% dans 72 ans, là il n'y a absolument aucun doute. Et ensuite, le conflit s'arrête, Poutine refait son appareil militaire,
Donc il n'est pas capable de repartir à l'assaut maintenant, ça c'est sûr. Mais dans 5, 10 ans, le temps suivant la capacité de son industrie, ses ressources humaines, etc., il remembrine son appareil militaire et il est capable ensuite de repartir à l'assaut. Parce que moi, ce qui me fascine chez Poutine, c'est véritablement cette fascination impériale, en fait. C'est-à-dire que la Russie de Poutine, telle qu'il la fantasme, c'est la Russie des tsars de 1914. Il s'attaque aux pays baltes, la Finlande, la Pologne. La Pologne était, Varsovie était russe en 1914, donc avec un gouverneur russe. Donc même la Moldavie, ce qui était la Transnistrie, Bessarabie, roumaine, etc., et appartenait aux tsars. Donc tous ces territoires sur lesquels la Russie d'ailleurs s'est jetée en 1939-1940, en même temps que les Allemands, il faut bien le rappeler, Poutine les fantasme comme faisant partie de l'ère naturelle russe. Et donc, j'ai du mal à imaginer qu'aujourd'hui, il soit prêt à abdiquer ce rêve impérial dans lequel la Russie rentrerait dans ses frontières, dont on ne sait pas ce qu'elles sont finalement, ces frontières. Hein. Mais il disait aussi, les empires n'ont pas de frontières. C'est ce que disait aussi Virgile dans l'Énéide. Hein. Voilà. Imperium sine fine dedi, je vous ai donné un empire sans fin. Voilà, c'est exactement ça. Il vous a donné un empire sans fin, dit Vladimir Poutine. Il l'a répété avec des gosses dernièrement, ouais, disant c'est quoi les frontières de la Russie? Et le gosse ne savait pas trop répondre et il dit la Russie n'a pas de frontières. Bon, c'est super effrayant. Donc ça veut dire que le rêve impérial, je crois qu'il faut pas le sous-estimer. C'est un peu comme Napoléon d'ailleurs, il vit en déséquilibre avant. C'est-à-dire, il vit de conquête, de rêve d'aller de l'avant, etc., de fantasme de restituer à la Russie éternelle ses frontières. Bon, la Russie n'existait pas il y a 500 ans. Hein, je veux dire, le premier qui a franchi Kazan, pour moi c'est Ivan le Terrible, si je me souviens bien, à peu près. Hein, on en est là. Et avant, on parlait pas de la Russie. Hein, c'était la Moscovie. C'était la Moscovie. Bon, voilà. Donc, mais il y a cette espèce de fantasme d'une Russie invincible, etc. Donc on ne peut pas, si la guerre s'arrête ce soir, il va refaire un appareil militaire ultra puissant. Peut-être même si elle s'arrête, ça veut dire que les États-Unis auront donné leur blanc-seing, ça veut dire que les entreprises américaines vont débarquer en Russie, ça veut dire qu'ils auront accès à nouveau à un certain nombre de technologies, etc., etc. Il y aura un effet potentiel. Mais oui, rien, mais c'est vrai. C'est le malheur, la crainte, c'est celle-là. Mais ce que je fais, c'est de l'analyse militaire. Je veux dire, il faut regarder les choses froidement et ce qui peut nous arriver dans le scénario du pire. Voilà. Parce que voilà, on a le droit de se faire surprendre, mais pas de se faire avoir. Bon, voilà. Voilà, donc vraiment, un traité de paix, pas de paix, il n'y aura pas de paix, il y aura une cessation des hostilités sur les positions. C'est la seule chose à laquelle je crois, sont dans l'intérêt de Vladimir Poutine et lui permettra d'engranger les gains dans les mois et les années à venir. Bon. Dernière question. Pour terminer, je suis désolé. Je voudrais donner 3 exemples où les Européens, sans les Américains, ont réussi à aider l'Ukraine. L'initiative tchèque d'achat des obus de 155 mm, qui fait qu'aujourd'hui, le consensus, vous connaissez ça beaucoup mieux que nous, bien sûr, c'est qu'il n'y a plus le déséquilibre qu'il y avait il y a 1 an sur le rapport de feu. Le deuxième exemple, c'est la livraison par la France de moyens de frappe tels que les Hammer, les bombes planantes françaises, qui sont, semble-t-il, extrêmement efficaces, en particulier dans l'oblast de Kursk. Et le troisième exemple, c'est le Danemark, qui a décidé de livrer l'ensemble de son artillerie à l'Ukraine, en particulier les 19 César 8x8 qu'ils avaient reçus. Et ce que vous voyez, maintenant que les États-Unis disparaissent, d'autres choses que l'Europe peut faire, et en particulier la France, en se faisant mal, comme on s'est fait mal, en livrant des Césars de nos stocks et de notre parc au début du conflit. Alors, je vais répondre. Pour ce qui est des Césars, on a augmenté notre production, et donc je crois que sur l'année 2024, on en a livré 76 à l'Ukraine, donc on n'a plus besoin de livrer sur nos stocks. Le vrai problème, c'est l'économie de guerre. Nous, on n'est pas en guerre. On a une ambassade de Russie à Paris, on a une ambassade de France à Moscou, et donc l'économie française n'est pas une économie de guerre. Quand vous dites on a livré des bombes planantes, c'est vrai, mais je crois qu'on en a livré 600.
mais ça correspond à l'état de nos stocks. Si vous n'avez pas les chaînes, et les chaînes, ça a été très bien décrit tout à l'heure, si l'intérêt économique n'est pas démontré, on a du mal à monter des chaînes, des chaînes de manière viable et durable. Et donc aujourd'hui, malheureusement, on n'a ni les stocks, toujours pas. Et ni les chaînes de montage pour pallier les insuffisances américaines. Vous voyez, vous savez, quand dans une armée on est obligé de donner la totalité de son artillerie, ça veut dire qu'on n'a pas de stock, on n'est pas capable de fournir les chaînes de montage. On fournit sur son propre stock. C'est un aveu de faiblesse qui est absolument, d'un point de vue militaire, extraordinaire, si vous voulez. Quand vous êtes obligé, nous on a donné 25% de notre artillerie au début, on s'est recomplété maintenant, mais on a donné 25% de notre artillerie, ça veut dire qu'on ne l'avait pas. Et ça veut dire que quand une armée française qui fabriquait 25 000 obus par an avant la guerre, que c'était pour nos besoins, un peu en Afrique, et puis les besoins d'entraînement des régiments d'artillerie sur les camps de manœuvre, on est tous fiers parce qu'on a triplé. 2024, je crois qu'on est monté à 80 000. Et 80 000, c'est 10 jours de consommation de combat pour les Ukrainiens. Vous voyez, on n'est pas encore du tout... les Tchèques, l'initiative était magnifique, mais c'est un fusil à un coup. C'est-à-dire on a rassemblé 1,5 million d'obus, mais ça ne veut pas dire qu'on a la capacité aujourd'hui de challenger les Russes avec le nombre d'obus qu'ils fabriquent, plus le nombre d'obus nord-coréens, parce qu'eux, ils en sont à 5-6 millions d'obus par an. Voilà, nous, pour le moment, ces obus-là, cette capacité industrielle, on ne l'a pas, parce que nous, on n'est pas des co-belligérants, et qu'on n'a pas su faire le choix, aujourd'hui, de la guerre ou pas de la guerre. C'est quand même la vérité. Voilà. Alors, il y a quand même... La lâcheté se paye toujours. Je veux dire, moi, je pense qu'aujourd'hui, on a la force de Poutine et le miroir de nos propres faiblesses et de nos renoncements depuis 40 ans. Voilà, c'est ce que j'ai vécu, moi, pendant ma carrière militaire. Juste un commentaire sur l'économie de guerre, c'est on a doublé ou triplé notre production d'obus, et je me demande si dans toute la chaîne, c'est pas qu'une usine, les gars ils travaillent le week-end. Oui, ils sont en 3-8 et il n'y a pas de vacances, enfin je veux dire, les gens ont des vacances, mais la chaîne continue en été. Vous voyez ce que je veux dire, le 14 juillet, l'usine elle tourne, le 1er mai. Vous voyez, c'est ça aussi l'économie de guerre, ouais. C'est 3-8 H24. Malheureusement, nous devons mettre un terme à ce débat et à cette journée passionnante pour ce qui est des tables rondes. Merci à nos intervenants. On va arrêter pour le film.